Il existe des questions que nous évitons non pas par ignorance, mais par peur. Peur de ce qu'elles pourraient révéler, peur de réveiller quelque chose que nous avons laissé dormir trop longtemps. L'une de ces questions, simple et apparemment innocente, possède une force silencieuse, capable de traverser toute défense émotionnelle. Qui prendra soin de vous quand vous vieillirez? Prenez un moment pour écouter cette question attentivement. Ce n'est ni une menace ni un destin inévitable, mais une possibilité humaine si proche qu'elle peut intimider. Nous pensons souvent que l'ignorer nous permettra de l'éviter, mais cette question n'appartient pas au futur, elle appartient au présent. Elle se manifeste dans la façon dont vous vous reliez à votre vie, aux autres et à vos propres silences. Si vous ressentez un malaise, une tension subtile mais constante, c'est le signe que quelque chose de profond en vous a encore la capacité d'assumer des responsabilités, de regarder en face et de reconnaître que la vie que vous construisez aujourd'hui sera celle qui vous accompagnera lorsque la force physique diminuera, lorsque les sons familiers s'éteindront et lorsque la mémoire pèsera plus que la vitesse. La vieillesse n'arrive pas d'un coup. Elle se construit jour après jour dans la manière dont vous entretenez vos liens, dans la façon dont vous répondez à la proximité ou vous réfugiez dans l'occupation pour l'éviter. Nous vieillissons lentement avec chaque connexion que nous laissons se flétrir par négligence, avec chaque acte de présence différé sous prétexte de fatigue ou de priorité urgente qui, avec le temps, révèlent leur vide. Dans cette accumulation d'omissions naît la véritable question. À qui prenez-vous soin aujourd'hui et qu'êtes-vous en train de semer dans le domaine de l'humain? L'amour, la compagnie et la présence ne s'improvisent pas quand nous en avons besoin. Ils se cultivent à l'avance, parfois sans que nous sachions qu'un jour ils nous manqueront. Il ne s'agit ni de morale ni de culpabilité, ni de juger des erreurs passées. Il s'agit de compréhension, d'avoir accompagné ceux qui, arrivés à la vieillesse, ont compris que la solitude n'est pas aléatoire, mais la conséquence d'une vie vécue vers l'intérieur plus que vers les autres. Cette question ne nécessite pas de réponse immédiate. L'urgent est de s'arrêter, de cesser de repousser l'essentiel et de permettre à l'inconfort de remplir sa fonction. Ce n'est qu'en soutenant le regard face à ce que nous craignons le plus que nous commençons à nous transformer. Le temps avance avec une lenteur implacable, emportant ce que nous n'avons pas su protéger, ce que nous avons reporté, en pensant qu'il y aurait un après. Croire que la vie attendra est un piège de la jeunesse. Il n'y a ni pause, ni retour, ni répétition. Ce que nous ne faisons pas aujourd'hui devient ce que nous regrettons demain. Et bien souvent, nous ne le comprenons que lorsque l'irréversible est déjà parti. Il existe une cécité fonctionnelle. Nous savons intellectuellement que le temps passe, mais nous ne le ressentons pas. Nous ne le laissons pas affecter notre conscience. Et nous continuons à agir comme si nous étions éternels, comme si ce qui est vraiment important pouvait attendre. La vie est en réalité un équilibre délicat entre ce que nous choisissons maintenant et ce que nous perdons sans nous en rendre compte. J'ai souvent été témoin de personnes qui, arrivées à un certain âge, regardent leur passé avec un mélange de nostalgie et de frustration, non pas parce qu'elles ont mal vécu, mais parce qu'elles l'ont fait sans pleine présence, comme si leur histoire s'était écrite sans qu'elles y participent réellement. Lorsque le corps commence à montrer des signes d'usure, que l'énergie diminue et que le silence devient plus lourd, la sensation que le temps est infini disparaît. C'est alors que nous nous rappelons des moments perdus, des conversations reportées, des réconciliations jamais recherchées, des présences que nous considérions acquises et qui un jour sont parties sans avertissement. La conscience du temps cesse d'être une ligne droite et devient une série de questions. Dans quoi avez-vous investi vos années? À qui avez-vous dédié vos jours? Qui a eu accès à votre tendresse? Il ne s'agit pas d'un examen de culpabilité, mais d'un appel à évaluer si la vie que nous menons reflète vraiment qui nous voulons être. Ce qui fait le plus mal, ce n'est pas de vieillir, mais de découvrir que pendant trop longtemps, nous avons été absents de nous-mêmes, occupés à poursuivre des choses qui ne nous nourrissaient pas, centrés sur avoir plutôt que sur être. Cette découverte ne vient pas avec des cris ni des drames, mais avec un silence profond qui nous invite à transformer ce que nous pouvons encore. Écouter le temps, le laisser nous apprendre à prioriser l'important est la seule manière digne de nous relier à lui. Les petites décisions construisent notre destin plus que les grands événements. Chaque conversation évitée, chaque excuse gardée pour soi, chaque rencontre différée, s'accumule et façonne notre histoire.
La vieillesse ne commence pas avec les rides ou les douleurs, mais avec des liens négligés, des habitudes répétées par confort et la constante priorisation de l'urgent sur l'humain. Personne ne peut vivre déconnecté des autres et attendre un soutien inconditionnel plus tard. L'affection imposée se dessèche et le soin forcé engendre du ressentiment. Beaucoup confondent don et contrôle, et ce contrôle laisse des traces profondes qui deviennent distance physique ou émotionnelle. La solitude n'arrive pas par hasard, c'est la conséquence de décisions quotidiennes. Chaque choix est un reflet silencieux de nos priorités. Si aujourd'hui nous choisissons l'orgueil plutôt que le pardon, demain nous pourrions ne pas avoir à qui demander pardon. Si nous accumulons des réussites mais négligeons les câlins, nous pourrions nous retrouver seuls à célébrer. La vieillesse est la conséquence de ce que nous semons jour après jour. L'une des erreurs les plus courantes est de croire que les enfants garantissent une compagnie future. Bien qu'ils naissent de l'amour, quand le don se transforme en dette, il cesse d'être de l'affection et devient manipulation. Élever en attendant un retour construit des liens tendus et limités, où la liberté des enfants est hypothéquée par notre culpabilité. L'affection véritable n'impose pas d'obligation. Elle se donne librement. Lorsque les enfants choisissent de rester proches par amour et gratitude, et non par peur, naît un lien authentique qui devient refuge dans les années de fragilité. Mais le don manipulateur laisse distance et solitude, même si ce que l'on désirait était la proximité. Le soin authentique naît de l'affection, fleurit là où il y a respect et liberté, sans exigence ni culpabilité. C'est pourquoi, si vous avez des enfants, aimez-les mais donnez-leur aussi la liberté. Ne les rendez pas responsables de votre bien-être futur, ni de votre solitude anticipée. Donnez-leur des ailes pour voler. L'amour qui revient libre est fiable, profond, et n'a pas besoin de justification. Et si aujourd'hui votre relation avec eux est tendue ou chargée, vous pouvez encore la transformer, tant que vous renoncez au contrôle et vous disposez à aimer sans rien attendre en retour. Élever ne signifie pas garantir une compagnie, mais cultiver l'humanité. La solitude dans la vieillesse est l'une des peurs les plus profondes de l'être humain, et elle ne se réfère pas seulement à être physiquement seul, mais à la peur de ne pas être vu, de ne pas être nécessaire, de ne pas avoir à qui se tourner à la tombée de la nuit. Malgré cette peur, nous agissons souvent comme si la solitude était un destin inévitable, un malheur qui arrive sans avertissement. Mais la vérité est différente. La solitude n'apparaît pas soudainement. Elle se construit lentement avec chaque relation qui se refroidit par confort, chaque mot non prononcé par orgueil ou peur, chaque opportunité de connexion laissée passer. J'ai vu des personnes qui, en vieillissant, se sentent abandonnées, mais en approfondissant, nous découvrons qu'elles n'ont pas été abandonnées. Elles n'ont simplement pas su maintenir les liens, ne se sont pas ouvertes à temps, n'ont pas demandé pardon, ne sont pas restées quand les autres avaient besoin d'elles. Cela fait maintenant mal, car le temps est devenu rare et le corps ne suit plus. Alors surgit la question, qu'ai-je fait pour ceux qui m'entouraient? La vie reflète ce que nous donnons. Si vous avez semé soin, empathie et écoute, cela reviendra probablement. Si vous avez semé distance, jugement ou indifférence, la solitude en est la conséquence, pas la punition. Mais il est encore temps. Vous pouvez revoir la façon dont vous vous reliez aux autres, réparer des liens et en créer de nouveaux, même si cela semble tard, car il n'est jamais vraiment trop tard. Chaque geste, chaque mot, chaque écoute que vous offrez aujourd'hui est une graine dont l'épanouissement peut être incertain, mais si vous ne la plantez pas, elle ne fleurira jamais. La question essentielle est, avez-vous été présence ou absence dans la vie des autres? Avez-vous offert votre chaleur ou vous êtes-vous réfugié dans la froideur? Avez-vous cultivé des amitiés sincères ou seulement des contacts fonctionnels? La solitude est un miroir qui ne ment ni ne juge, il reflète simplement. Et si vous avez le courage de regarder, il peut vous montrer le chemin du retour. Nous vivons dans une culture qui glorifie l'accumulation. Biens, argent, postes et objets deviennent la mesure du succès, et l'on organise toute sa vie selon ce paradigme. On travaille davantage, on dort moins, on sacrifie du temps personnel pour des succès éphémères. Mais quand les années passent, une vérité inévitable apparaît. Tout cela ne vous soutient pas. L'argent n'étreint pas. La reconnaissance ne console pas. Et ce qui nous accompagne vraiment dans la vulnérabilité n'est pas matériel, mais ce que nous avons semé dans l'humain. J'ai rencontré des personnes avec peu de ressources financières
mais d'une richesse affective immense, entourés de regards qui les honorent, de câlins désintéressés et de présences authentiques. Et j'ai aussi vu le contraire. Il existe des personnes avec de grands succès, un patrimoine et du pouvoir, mais dont la vie est marquée par la solitude. Téléphone qui ne sonne jamais, visites brèves et regards évitant le contact authentique. Leur succès s'est construit sur des résultats visibles, mais non sur des relations profondes. La véritable richesse ne se mesure pas en chiffres ni en titres, mais dans la qualité des liens, dans la mémoire émotionnelle que nous laissons chez ceux qui nous connaissent, dans la façon dont ils se souviennent de nous et se sentent à nos côtés. Cette richesse se cultive jour après jour avec de petits gestes d'humanité, que nous sacrifions souvent pour nous occuper de succès matériels. Des personnes ayant atteint tous leurs objectifs professionnels peuvent découvrir qu'elles n'ont personne avec qui partager un repas sans se sentir étrangères, car elles ont oublié de nourrir le cœur des autres. Quand elles tentent de récupérer ces espaces, il est parfois trop tard car les lieux non habités avec tendresse se remplissent de distance. C'est pourquoi quand on pense patrimoine, il ne faut pas se limiter au matériel. Observez votre héritage affectif, comment vous êtes rappelé, et si les personnes autour de vous agissent par amour véritable ou par obligation. S'il y a froideur ou déconnexion, vous pouvez encore agir. La vraie richesse, celle qui perdure, naît de l'authenticité. Beaucoup de personnes croient mériter des soins simplement parce qu'elles existent, qu'elles ont atteint un certain âge ou accumulé des expériences. Mais le soin véritable ne s'exige pas et ne s'achète pas. Il s'inspire, et cela nous renvoie la responsabilité de la façon dont nous vivons et de ce que nous offrons. Personne ne souhaite prendre soin de quelqu'un qui n'a été qu'un fardeau, et ce n'est pas par égoïsme, mais par épuisement émotionnel. Le soin authentique nécessite affection, écoute et réciprocité, même imparfaite. Souvent, les gens confondent soin et contrôle ou imposition, transformant l'aide en pouvoir et le sacrifice en manipulation. Espérer que quelqu'un fasse la même chose pour nous par amour est une illusion. Le vrai soin naît du respect, de l'admiration et de la confiance construite pas à pas, sans dépendre du sang ou de l'obligation familiale, mais de l'histoire émotionnelle tissée avec chaque personne à travers des gestes simples mais significatifs. Écouter, étreindre sans hâte, accompagner sans juger. Il n'est jamais trop tard pour semer ces connexions. Même si vous avez été absent, si vous choisissez d'être présent avec vérité, humilité et tendresse, quelque chose commence à changer. Peut-être que la question n'est pas « qui prendra soin de moi ?», mais « qui suis-je en train de soigner aujourd'hui sans condition ?» Le vrai soin se gagne dans la manière dont nous traitons les autres chaque jour, même lorsque personne ne regarde, et il ne s'achète ni ne s'impose. Dans un monde qui glorifie la planification financière, beaucoup consacrent leur vie à assurer un avenir confortable, sacrifiant les plaisirs présents. Mais un compte bancaire rempli ne garantit ni paix intérieure ni satisfaction. Le vrai confort dans la vieillesse naît du matelas émotionnel construit avec des liens, des souvenirs et l'amour semé tout au long de la vie. J'ai vu des personnes avec une abondance de richesses matérielles et de grandes maisons, mais vivant avec une tristesse inexplicable parce qu'elles ont négligé ce qui compte vraiment, l'humanité qu'elles partageaient. En explorant notre vie, nous découvrons que ce qui peut le plus manquer n'est pas l'argent ni les biens matériels, mais le sens, la compagnie authentique et la sensation d'avoir laissé des traces chez ceux qui nous entourent. Le vrai soin et bien-être ne se planifient pas avec des polices d'assurance. Ils se construisent bien avant, avec la manière dont nous vivons chaque étape. Préparer l'avenir financier est important, mais préparer l'âme est urgent, car dans la vieillesse, lorsque le bruit extérieur diminue, ce qui reste, c'est la qualité de votre monde intérieur. Vos souvenirs, vos liens, vos deuils, votre capacité à pardonner et à vous réconcilier avec vous-même. La préparation émotionnelle ne naît pas de lectures abstraites, mais d'actions concrètes. Conversations que vous avez reportées, réconciliations qui apaisent à la conscience, gestes simples qui créent de la paix. Souvent, nous croyons être prêts à vieillir parce que nous avons réglé le pratique. Mais la vraie question est autre. Êtes-vous en paix avec vous-même? Savez-vous qui vous êtes quand vous n'êtes pas occupé? Avez-vous quelqu'un avec qui partager le silence sans malaise? La vieillesse agit comme un miroir qui montre ce qui est, ce que vous avez donné et ce qui est resté en suspens. Arriver avec une conscience tranquille signifie avoir aimé,
avoir été présent et avoir été honnête avec soi-même et avec les autres. Arriver chargé de culpabilité signifie porter ressentiment et occasion perdue de montrer de l'affection. La vie ne peut pas se rembobiner, mais elle peut se réinterpréter. Même si nous ne changeons pas le passé, nous pouvons le voir comme une source d'apprentissage et de sagesse. Il n'est jamais trop tard pour se transformer, pour offrir une version plus consciente de soi-même, dans la clarté, le calme et l'amour de soi. Il n'est pas nécessaire de grands gestes, un appel sincère, des excuses en attente, une étreinte vraie peuvent faire la différence. Vieillir avec paix et dignité ne dépend pas de la chance, mais des choix quotidiens que vous faites, de la manière dont vous semez amour, présence et soins authentiques. Reconnaître cela et agir dès aujourd'hui est en soi un acte de soin et de transformation.